Bonsoir à toutes et à tous, on est lundi, il est 22 h quelque part sur cette planète, je ne sais pas où, mais en tout cas pas en France, c'est sûr. Il est 22 h 15, on est comme d'habitude à la bourre, il paraît qu'on attend toujours les meilleurs, donc on aime se faire attendre, en toute modestie bien sûr. C'est revenu quand même le lundi soir, c'est déjà ça de gagner, donc quasiment 22 h. C'est l'heure de Lucarne américaine, 22e épisode aujourd'hui, déjà 22e pardon, épisode. On va faire donc pendant une heure et demie, le tour des Amériques autour de trois grandes parties. La première, ça va être quelques news. On va donc forcément faire... Il n'y en aura que deux cette semaine, des news, pour tout vous dire. Et ensuite, on aura un dossier. Et cette semaine, on va s'intéresser à l'Amérique du Sud, qui, pour certains pays, est en train de, justement... rebasculer ou essaye de raviver un petit peu la mémoire d'un héritage africain, donc ses racines africaines, de les remettre un petit peu en valeur par plusieurs aspects. Et on ira notamment du côté du Brésil. On en parlera dans un instant. Je le disais, on est lundi, il est 22 h. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent la version podcast de cette émission. Bonjour à vous. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces différentes plateformes. Vous allez voir que ça va évoluer un petit peu. Je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est fait. Dans les jours qui arrivent, ça va évoluer un petit peu plus au niveau des podcasts sur Hello, sur le podcast de la planète Hello. Vous verrez, vous découvrirez au fur et à mesure. Et sinon, vous pouvez, et d'ailleurs ceux qui nous écoutent en replay, je vous invite à faire tout comme ceux qui sont déjà dans le chat et qui sont quand même déjà assez drôles, même si ça envoie des pics, je t'ai vu, CC, à nous rejoindre donc sur les directs à partir de 22 h. En fait, vous vous posez tranquillement à 22 h sur Twitch, et puis vous attendez un petit peu, et normalement, on arrive. Normalement, on arrive. On n'est pas loin. On arrive toujours. Je ne sais pas si le Stade Rennais, CC, sera en Ligue des Champions le jour où un stream de Lucarne Opposé sera à l'heure. C'est déjà arrivé qu'on soit à l'heure et voilà. Malheureusement, ils iront même pas. Ils sont pas allés en Ligue des Champions non plus. Je vais quand même donc, d'ailleurs, saluer tous ceux qui sont dans le chat. Je vais y aller dans l'ordre. Ito, qui est déjà là. Ma foi aussi, Roméo, Nacio, CC donc, qui est déjà en mode voilà, en mode petite pique, Red le rouge, Romano, qui est-ce que je peux oublier, Ibra qui est Furax parce que il a son Maroc, je sais pas pourquoi il est Furax à ce point-là, et peut-être surtout Furax à cause de River. On parle de River, donc Vincent n'est jamais bien loin. Salut à Vince qui est là dans le coin. Va-t-on parler de Riestra et de Barracas Central, les nouvelles puissances du foot argentin? On a déjà parlé de Riestra. J'avoue que j'ai hésité, mais on a déjà fait un dossier sur Riestra et tout ce qui va avec, donc voilà, on va pas en reparler. J'inviterai les gens justement qui veulent en savoir un petit peu plus sur Riestra à aller sur ce dossier, ce passage que l'on avait fait dans l'émission pour en savoir plus sur ce club assez spécial quand même. Salut à King Giannizi aussi qui est dans le chat. C'est vrai, oui, je dis n'importe quoi, le Maroc a gagné 2-0. Et d'ailleurs, je vais en parler dans un instant. Ah super, je spoil les news de la semaine. Voilà, donc c'est le principe. On va se poser pendant une heure et demie. On va faire le tour des Amériques, je le disais, du nord au sud, du Canada ou du Groenland, suivant où vous êtes, jusqu'à la Patagonie, jusqu'à Ushuaia, même jusqu'à Ushuaia. Et on va donc tranquillement se poser autour de ces différentes nations que l'on va traverser, etc., etc. Voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés, vous avez l'air. Les deux buts coup sur coup, l'Espagne faisait rien. Oui, oui, je vois que ça parle de Coupe du Monde U20. Bah, vous savez quoi? On va en parler tout de suite. Et on va commencer donc avec les news de la semaine. Les news de la semaine, et on va commencer justement par cette fameuse Coupe du Monde U20 qui a démarré, parce qu'elle a démarré ce week-end au Chili, 24e édition de la Coupe du Monde U20, qui a démarré, alors je ne sais pas si on peut dire dans une quasi-indifférence générale, mais on est quand même pas loin d'une certaine indifférence de manière générale, même si elle est couverte en France, je vais en parler dans un instant, en tout cas elle est diffusée en France, j'en parlerai un petit peu plus tard dans cette news. 24e édition donc je le disais, avant de parler un petit peu de l'épreuve. Je sais, vous n'avez pas eu de guide des nations de la planète Hello sur Lucarne Opposé. C'est entièrement de ma faute, pour tout vous dire. Voilà, c'est entièrement de ma faute. J'avais pas le temps de... pour tout vous dire, pour vous donner un petit peu les secrets, la partie asiatique de la rédaction a évoqué la Coupe du Monde du vin en disant, dites les gars, est-ce qu'on se lance pas dans nos petits portraits de nos nations asiatiques qui sont présentes et puis... Le problème, c'est qu'il y a une personne ici présente qui vous fait face, qui justement n'avait pas le temps de rédiger les 9 nations des Amériques, parce qu'en fait, si on faisait un guide, il fallait faire les Asiatiques, plus
plus l'ensemble des Américains, hein, ça correspond à peu près à notre zone. Et donc, il n'y a pas eu de guide sur Hello à cause de ça. En 2023, il y avait eu un guide. Là, j'ai juste pas eu le temps. On va en parler un petit peu de cette Coupe du Monde du vin ici. Et on va l'évoquer sous un prisme un peu particulier. C'est en fait, est-ce qu'elle a intérêt, est-ce qu'elle a toujours un intérêt, cette Coupe du Monde du vin? Est-ce qu'on a toujours un intérêt à regarder une compétition qui, de plus en plus, est privée de ses meilleurs jeunes, tout simplement, parce que on ne les voit plus. Je vais vous donner quelques exemples. On va monter il y a 20 ans. Il y a 20 ans, l'Argentine était championne du monde U20. Elle était emmenée par un petit Argentin qui débutait, qui s'appelait Lionel Messi, et il croisait au cours de cette Coupe du Monde des joueurs comme Fernando Llorente, comme Radamel Falcao, comme Freddy Guarin, etc., etc. 2 ans plus tard, l'Argentine était encore championne du monde du vin, avec un homme qui est déjà présent sur la photo que vous voyez, qui est tout à droite de l'image, Sergio Agüero, qui était là en 2007 aussi. Et cette Argentine-là, qui était emmenée par un autre petit gamin doré qui s'appelle Angel Di Maria, était donc à nouveau championne du monde. Et je me suis amusé à regarder un petit peu la liste des joueurs qui participaient à cette Coupe du Monde U20 de 2007. Vous allez trouver, je vous donne quelques noms, hein, liste non exhaustive, dirais-je. Edinson Cavani, Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Juan Mata, Gérard Piqué, Chicharito, Carlos Vela, Marcelo, Willian, Alexandre Pato, entre autres. Voilà quelques-uns des noms qui participaient à cette Coupe du Monde U20 de 2007, c'était il y a 18 ans. Guarin, le Stéphanois, que l'on n'oublie pas exactement. Et donc, tout simplement, voilà, il y a 20 ans, on avait vraiment les meilleurs jeunes de cette catégorie qui l'a joué. Et cette année, par exemple, cette année, on ne les aura pas, on ne les a pas. Certaines nations, je vais parler des nations américaines, et je vais en parler dans un instant, on s'en privait de leurs meilleurs éléments. Ouais, il y a 18 ans, la violence, je sais, ça nous rajeunit pas de dire que Di Maria est champion du monde du vin il y a 18 ans. Mais Di Maria joue encore, il nous régale encore, profitez-en. C'est encore en Argentine. Et bien, par exemple, cette année, pour la Coupe du Monde du vin, on aurait dû, choisissez le verbe qui va bien, on aurait pu avoir Lamine Yamal, Désiré Doué, Warren Zaïre Emery, Hendrick, Esteban, Franco Mastantuono, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. Tous ces joueurs que je viens de citer n'y sont pas parce que, voilà, ils ont été retenus par leur club, parce que, bien que ce soit une compétition de la FIFA ne l'impose pas dans son calendrier, n'impose pas au club de les libérer. Alors, je ne mettrai pas, comment dirais-je, je ne pointerai pas du doigt les clubs. Les clubs européens, hein, parce que par exemple Ryan de Vasco, brésilien, voulait aller à cette Coupe du Monde des clubs et son club l'a retenu. Donc tous les clubs du monde entier ne jouent pas le jeu à ne pas libérer les joueurs. Et donc voilà, ça dénigre un petit peu cette compétition. On se demande finalement, voilà, s'il y a un véritable intérêt, surtout à continuer de priver ces jeunes qui effectivement jouent de plus en plus tôt dans les sélections, dans les équipes A, pas forcément dans les sélections. Pour certains, oui, mais pas tous. Si ça ne les prive pas de la seule compétition majeure de leur catégorie, qui est quand même une Coupe du Monde. Et il y a quand même, vous l'avez vu, un sacré palmarès. On rappelle par exemple qu'en 1978, l'Argentine est championne du monde sans Diego Maradona, qui n'est pas convoqué par Menotti qui veut le protéger, mais Menotti l'appelle en 79 pour la Coupe du Monde du vin. Ils sont champions du monde et c'est le premier grand titre international de l'Argentine de Maradona qui va donc lancer plus ou moins l'Argentine de 86. Donc, est-ce que est-ce que ce n'est pas voué finalement à finir par mourir? Est-ce que finalement on n'a pas un petit arrière-goût amer dans cette histoire? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que voilà, hein, c'est une preuve supplémentaire que le football de sélection est en train de subir et de céder totalement face à la puissance du football des clubs? Ça, c'est des vrais éléments de débat qu'on peut se poser. Et donc, voilà, cette compétition est privée des meilleurs éléments de cette catégorie d'âge, malheureusement. Alors, on va devoir faire avec, tout simplement, et on va forcément la regarder. Je ne sais pas, elle découle si c'est forcément lié à une histoire de calendrier. Je pense que quel que soit le calendrier, les joueurs ne seront pas relâchés. J'en veux pour preuve le Sudamericano, par exemple, U20, où il y a eu le même problème, et le Sudamericano U20 s'est joué en janvier. Alors lui, il n'est pas une date FIFA, il n'est pas organisé par la FIFA, mais il qualifie à la Coupe du Monde de la catégorie. Et certains joueurs n'avaient pas été libérés. Imagine Lamine Yamal à la Coupe du Monde du vin, bah oui, mais imagine Lionel Messi en 2005 à la Coupe du Monde du vin. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet de, voilà, ça commence à poser des choses. Alors effectivement, Yamal, pardon, est déjà avec les A, mais qu'est-ce qui l'empêche? Et effectivement, Stradri, tu l'as raison, l'Euro Esport, tu as aussi des joueurs non libérés. En fait, toutes
on peut le dire de manière générale, et c'est aussi ça que je pointe un petit peu hein, dans ce sujet-là, toutes les compétitions de jeunes, maintenant, subissent les affres des clubs. Donc les jeunes ne sont plus libérés, ne jouent plus avec leur sélection de jeunes, ou pas les compétitions majeures. Ils en sont voués à jouer des choses qui ne comptent pas forcément quand ils y vont, déjà. Les Jeux Olympiques, c'est un problème, alors que c'est entre guillemets la Coupe du Monde des U23. La Coupe du Monde du 20, vous voyez, c'est touché. Les compétitions continentales sont touchées. On voit aussi que certaines compétitions, on en a déjà parlé, hein, notamment avec la Giannis International Cup, certaines compétitions du monde sont majeures hein, pour sélection A, pour le coup, sont aussi touchées. Donc, voilà, c'est un peu, comme tu le dis, Ibra, c'est un peu abusé cette histoire. Et c'est un petit peu malheureux. Alors, il faut le noter, il faut le dire quand même, parce qu'on ne peut pas faire genre, on n'a pas vu. Mais malheureusement, c'est le problème. Et je suis d'accord avec toi, Ludwig, ça vient forcément du fait que les joueurs intègrent de plus en plus tôt les joueurs. On est complètement d'accord. Mais ça pose une vraie question sur le football de jeunes et le football de sélection de jeunes. Est-ce que c'est pas à terme voué à plus ou moins disparaître? Bref, on va quand même regarder je fais un petit peu, je veux pas faire les Cassandres non plus, mais on va regarder quand même un petit peu cette épreuve, cette 24e édition qui se déroule donc au Chili. C'est la deuxième fois d'ailleurs de son histoire que le Chili l'accueille. Et pour vous donner une idée de l'impact hein, d'une Coupe du Monde du vin, la première fois pour le Chili c'était en 1987 et elle avait plus ou moins changé l'histoire. Alors, il y a eu des faits tragiques, entre guillemets, pour la Roja de 1987, parce que certains de ces joueurs, bon, certains n'ont pas réussi, certains sont décédés, enfin, il y a eu d'autres éléments, mais elle a changé l'histoire un petit peu du football chilien, puisque l'équipe championne du monde en 1987 au Chili, je ne sais pas un quiz, mais gardez-le quand même hein, dans un coin, on ne sait jamais si ça peut tomber un jour sur les quiz de Lucarne Opposé, c'était la Yougoslavie qui était dirigée par Mirko Josic, donc sélectionneur de la Yougoslavie. Pour vous donner une idée, au sein de la Yougoslavie, on a Boban, Prosinecki, Šuker ou Mijatovic encore. Hein. Ça vous donne quand même une idée du niveau de la Yougoslavie qui était présente en 87 au Chili. Le sélectionneur, c'était Mirko Josic, qui était devenu à l'époque le premier non, qui a signé, pardon, qui a été repéré par Colo-Colo à ce moment-là, qui arrive à Colo-Colo, mais 2 ans plus tard, parce que tout s'est bien passé au Chili, il a adoré le pays et tout, il est resté. Il arrive à Colo-Colo en 1989, 2 ans plus tard, il gagne la Libertadores, la première et la seule de l'histoire du football, du football chilien. Et il devient d'ailleurs à l'époque le premier entraîneur européen à remporter la Libertadores. Donc ça a changé un petit peu ça change forcément l'avenir de certains joueurs, ça change forcément leur carrière. Je sais que Prosinecki a dit que 87 a vraiment été un point de départ pour la sélection et pour eux, et pour leur football à eux, de manière générale. Ça change aussi l'histoire, ça peut changer aussi le cours de l'histoire footballistique d'un pays qui l'accueille. Je le disais, c'est la deuxième fois que le Chili l'accueille après 87. C'est la 5e fois qu'elle se joue en Amérique du Sud. La dernière édition en 2023 a été en Argentine. Vous vous rappelez peut-être de pourquoi elle avait fini en Argentine. Parce que l'Indonésie devait l'accueillir, mais il y avait un problème avec un pays qui commence par un I et qui pose encore problème aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. L'Indonésie avait été enlevée de l'organisation et donc avait fini par la Coupe du Monde avait fini par atterrir en Argentine, ce qui avait sauvé un petit peu Mascherano, puisque l'Argentine ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde et avait été qualifiée d'office à ce moment-là pour disputer la Coupe du Monde. Bref, on rappelle que le tenant du titre s'appelle Uruguay, que l'Uruguay ne défendra pas sa couronne puisqu'il a été éliminé lors du Sudamericano, hein, lors du tour final. Je rappelle aussi que la nation la plus titrée dans cette compétition, c'est l'Argentine, avec 6 titres. Et la deuxième nation la plus titrée dans cette compétition, c'est le Brésil, avec 5 titres. Donc vous voyez aussi que c'est des nations qui, normalement, ont une histoire et surtout un grand intérêt pour cette compétition. On va pondérer parce qu'on va rappeler que l'Albiceleste, son dernier titre, c'est 2007 d'ailleurs, et que le Brésil, son dernier titre, c'est 2011. Donc ça commence à dater, ça souligne aussi un petit peu qu'il s'est passé des choses depuis, mais bon. Pour le fonctionnement de cette épreuve, c'est un petit peu comme d'habitude, hein. Vous avez 24 équipes qui ont été qualifiées, elles se sont qualifiées par rapport à leur compétition continentale, hein, l'Euro, la CONCACAF Champions, le CONCACAF Championship qui est équivalent de la Gold Cup mais pour les U20, la CAN pour les U20, le Sudamericano pour les Sud-Américains, etc., l'Asian Cup pour les jeunes, pour la partie asiatique. 24 équipes réparties en 6 groupes de 4, donc vous voyez les 6 groupes qui sont affichés à l'écran, vous en voyez forcément un qui saute aux yeux, enfin 2 parce que vous êtes forcément tous français, donc vous voyez le groupe E qui est le groupe de l'équipe de France, avec les États-Unis, la Nouvelle-Calédonie et l'Afrique du Sud.
Et vous voyez aussi, quand vous prenez un petit peu de recul, un groupe qui est vraiment le groupe de la mort, qui est le groupe C, c'est pour faire plaisir à Ibra, le groupe du Maroc, parce que vous avez Brésil, Mexique, Maroc, Espagne, c'est-à-dire le vainqueur du Sudamericano, le vainqueur du CONCACAF Championship, le vainqueur de l'Euro et le finaliste de la CAN. Rien que ça dans le même groupe. Bon courage les amis pour en sortir. Ça va faire, voilà, il va y avoir forcément un gros dégât. Le format ensuite, il est assez classique. Les 2 premiers passent, les 4 meilleurs troisièmes, huitième de finale, quart, demi et finale, et emballé, c'est pesé pour cela. Donc, le format, vous le voici. On va regarder un petit peu quand même du côté de nos Américains à nous. Qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Je vous disais, hein, j'ai pas fait de guide sur Hello, donc je vais pas vous faire un guide complet ici, mais on va pointer quelques trucs, on va regarder un petit peu du côté de nos sélections, des Amériques. Donc, on va regarder, on va commencer par l'Amérique du Sud, si vous le voulez bien, et par les 2 plus titrés, l'Argentine et le Brésil. Alors, on pourrait dire que ce sont traditionnellement des favoris ou des prétendants au titre. On va forcément être obligé de les ranger encore dans cette case parce que ça reste l'Argentine et le Brésil. Mais il y a quand même, je le disais, quand même beaucoup d'absents. J'ai parlé pour l'Argentine de l'absence de Mastantuono et de Claudio Echeverri. Je ne sais pas si je l'avais dit avant, mais je le dis maintenant. Donc pas leurs 2 facteurs X, leurs 2 meneurs de jeu véritables dans cette équipe. Ils ne sont pas là. Pas de Hendrick, qui n'était déjà pas là au Sudamericano d'ailleurs, du côté du Brésil par exemple. Il reste quand même des joueurs intéressants à suivre, des joueurs sur lesquels vous allez pouvoir poser vos regards. Je pense à Maher Carrizo, à Prestriani, qui vient d'arriver à Benfica, à Milton Delgado, à Julio Soler ou à Yann Subiabre pour l'Argentine par exemple, ou je pense pour le Brésil à Pedrinho et Wesley qui étaient au Sudamericano, qui ont gagné le Sudamericano avec le Brésil et qui eux ont réussi à être là, mais il y a effectivement encore quand même beaucoup d'absents. La grande question pour le Brésil, c'est dans quel état ils vont sortir de ce groupe, parce que c'est un groupe, je le disais, c'est le groupe de la mort, donc ils vont forcément dépenser de l'énergie pour sortir de ce groupe-là. S'ils en sortent, ça va être compliqué de sortir de ce groupe-là. Et vous le voyez, et on l'a vu sur les premiers matchs, l'Argentine a joué Cuba. C'est imposé, mais quand même, a pas forcément complètement écrasé le match en termes de score. Cuba qui est la surprise venue d'Amérique du Nord, parce qu'ils se sont qualifiés. Donc voilà. Hendrick pas là, c'est n'importe quoi. Il était déjà pas là au Sudamericano. Il ne joue plus avec les U20, de toute façon, Hendrick. Bon, après, tu vas me dire, il joue plus du tout, donc, ou quasiment plus en A. Mais c'est un vrai problème, et aussi un problème dans la progression. Bref, je le disais, on va quand même les garder là-dessus, dans les pays qui comptent quand même dans le paysage. Vous voyez que l'Argentine a un groupe qui n'est pas forcément si facile que ça, parce que l'Australie, c'est compliqué dans les équipes de jeunes à jouer. L'Italie, c'est compliqué aussi à jouer. Et elle a joué là, concrètement, son plus faible adversaire, et elle a un tout petit peu galéré. Bref. Argentine-Brésil, on va quand même les garder. On va quand même suivre donc quelques joueurs, je vous les ai nommés. Carrizo, Prestriani, Delgado, Milton Delgado, Alvaro Montoro, Julio Soler ou Yann Subiabre pour l'Argentine. Pedrinho et Wesley notamment pour le Brésil. On va regarder aussi du côté des autres représentants sud-américains, parce que vous allez voir que finalement, il y en a un qui n'est pas trop touché. On va quand même évoquer le cas du pays hôte, le Chili. Le Chili qui entame sa reconstruction, vraiment, très clairement. Même chez les A, il y a eu quand même un processus de transition qui a été mis sur les derniers matchs. Là, on est vraiment sur la génération d'après, donc un petit peu l'équivalent de 87, où il y avait une génération qui était calibrée pour avancer et arriver plus ou moins pour 94, coupé dans son élan par les affaires du Condor Rojas notamment, qui avait simulé une blessure au Brésil et avait valu l'exclusion du Chili, etc., etc. Donc, on va suivre quand même le pays hôte. Je vais vous donner un nom à suivre. Allez, 2 noms à suivre, 3 noms à suivre. Allez, putain, je suis généreux. Du côté du Chili, Juan Francisco Rosell, le jeune attaquant de la Católica, qui a commencé à faire un petit peu ses débuts justement avec la Católica. Un autre joueur qui vient d'arriver, lui, en Europe et qui, pour le coup, a été libéré par son club européen, Mathias Pérez, qui est un défenseur, qui était à, je vais me tromper, je crois que c'était Curicó. Ouais, je crois que c'est Curicó. Et qui est arrivé à Lecce. Et un dernier nom à suivre, Lautaro Milan, joueur d'Independiente Curicó. Merci Chino. Je savais que tu étais dans le coin et que tu me corrigerais. En fait, j'ai eu un doute entre Curicó et Coquimbo. Et voilà, tu comprendras pourquoi ça vrille un peu, surtout à mon âge. Salut à Filius qui vient d'arriver dans le chat. Bref, tout ça pour dire,
Suivez aussi Lautaro Milan. Alors Lautaro Milan, c'est assez amusant parce que Lautaro Milan a fait beaucoup de matchs avec la sélection U20 de l'Argentine parce qu'il joue à Independiente. Il est né à Bahia Bianca, me semble-t-il, en Argentine. Mais là, il a décidé depuis quelques mois de porter les couleurs du maillot du pays de son papa, tout simplement. Son papa est chilien et donc il est présent à la Coupe du Monde de la catégorie avec le Chili. Mais ce Chili-là, forcément, on n'en fait pas un favori. Il est chez lui. Il faut qu'il sorte de son groupe qui n'est pas forcément si facile que ça. Ils ont réussi à battre la Nouvelle-Zélande en ouverture, c'est déjà une très bonne chose, mais on est en train de commencer à préparer la suite, mais la vraie très grande suite, et il faut que ces jeunes-là aient des compétitions internationales pour justement connaître ce genre de compétition, apprendre un petit peu plus le haut niveau, affronter de vraies équipes et gagner en expérience, et c'est en cela que ce Chili, la présence du Chili, tu vas me dire il est pays hôte, la présence du Chili est importante dans cette compétition, le Chili qui était quand même qualifiés pour le tour final du Sudamericano. Ils ont fini dernier avec l'Uruguay, mais ils étaient présents dans le tour final, l'hexagonal final comme on dit, pour le dernier Sudamericano. Dernier pays avant d'évoquer la Colombie, on va regarder le Paraguay qui s'est qualifié pour cette Coupe du Monde sans trop souffrir finalement. Et pareil, là il y a des absents, il y a des absents et il y a eu un changement de coach, il y a eu un changement d'idée, forcément c'est le Paraguay, ça change tous les 6 mois. Il y a des absents comme Diego León ou Luca Kmet qui étaient très très bons au Sudamericano et que l'on a vu et que l'on ne verra pas lors de cette compétition parce qu'ils ont été retenus en club notamment. Donc voilà. Qu'attendre du Paraguay, on ne sait pas trop, parce que les projets chez les jeunes, ils meurent au bout de 5 mois. Donc voilà, on verra. Ils sont dans un groupe qui semble à leur portée, puisque Corée du Sud, Ukraine et Panama. Attention quand même à l'Ukraine U20 qui est plutôt pas mal. Je vais parler du Panama dans un instant. Donc voilà, on verra bien. Et finalement, comme je le disais, sur toutes les équipes sud-américaines qui sont présentes dans cette compétition, finalement, on a presque envie de se dire que celle qui s'en sort le mieux, c'est la Colombie. Parce que elle, pour le coup, n'a pas vu la majorité de ses joueurs retenus. Ceux qui étaient présents au Sudamericano et qui ont fini troisième du Sudamericano, des joueurs comme Yemar Mosquera, Jordan Barrera, Neisser Villarreal, qui a été meilleur buteur du Sudamericano U20, sont présents. Alors, petite parenthèse pour les Strasbourgeois, Oscar Perea est là. Il est, il est à la Coupe du Monde U20 avec la Colombie. Mais peut-être que la Colombie est l'équipe la moins touchée, justement, par ces problématiques de joueurs retenus par les clubs. Ils ont bien réussi à gérer le coup pour le coup. La Colombie qui travaille bien chez les jeunes, qui prend le temps de bien travailler chez les jeunes, qui est dans un groupe à sa portée aussi avec l'Arabie Saoudite, la Norvège et le Nigeria. Il y a un coup à faire pour la Colombie qui débute ce soir, je crois. Sa Coupe du Monde du vin, et qui pourrait peut-être être finalement un joli outsider. On rappelle que ces dernières années, dans les dernières compétitions de Coupe du Monde du vin, on a eu un outsider sud-américain. Il y a eu le Venezuela qui était arrivé en finale, et battu par l'Angleterre, me semble-t-il. Il y a eu l'Équateur qui avait terminé troisième, pardon. Donc des équipes que l'on avait vu arriver et qui avaient marqué un petit peu leur territoire. Ça pose pas des questions d'intégrité de voir la Nouvelle-Calédonie et la France dans la même poule. Je pense pas que la question se pose, Noévé. Voilà. Mais la Nouvelle-Calédonie, pour le coup, elle a un statut particulier. Parce qu'elle a le droit de participer aux Coupes du Monde du vin, elle a le droit de participer à la Coupe du Monde des A, puisque je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, pour l'instant, enfin pas pour l'instant, la Nouvelle-Calédonie chez les A est barragiste, va jouer le playoff le barrage intercontinental au mois de mars prochain. Elle sera probablement pas tête de série. Mais la Coupe du Monde, la Nouvelle-Calédonie est, elle, autorisée à participer à ces compétitions-là, ce qui n'est pas le cas, on le sait, de la Guadeloupe ou de la Martinique, par exemple, qui n'ont pas ce statut-là. Mais donc, je le disais, je ne vais pas vous faire un guide complet, on va regarder un petit peu quand même les nations du Nord, CONCACAF, donc Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Les représentants sont les USA, Panama, le Mexique et Cuba. Cuba, je le disais, c'est la surprise du chef. On les attendait pas. C'est leur deuxième participation seulement à la Coupe du Monde, du vin. Mais on va s'intéresser forcément au trio États-Unis, Mexique et Panama. Panama, on est un petit peu dans un processus similaire à ce que fait le Chili, à ce que doit faire le Chili, c'est-à-dire construire. Et Panama le fait chez les jeunes. Je vais dire peut-être plus, faire un parallèle avec ce que fait la Colombie, c'est-à-dire que le Panama travaille très très bien chez les jeunes, il y a un vrai processus, il y a une vraie notion de progression au sein des catégories de jeunes, donc on ne fait pas du Panama un favori, son groupe est très compliqué pour Panama, ils ont perdu le match d'ouverture, il me semble, chez les
face au Paraguay sur le fil, 3 buts à 2 il me semble hier soir. Mais voilà, Panama est dans une construction de ses futurs internationaux. Il y a une vraie progression. Panama est régulièrement, je lui pour le coup considère par exemple le Révélo comme une compétition internationale pour ses U23. Donc certains des joueurs que vous allez voir aujourd'hui avec les U20, vous les verrez probablement dans les prochains Révélo. Si vous y allez du côté du tournoi Maurice Révélo, vous les verrez probablement. Il y a ce processus-là. Juste quand même, pour rappeler que Panama participe à sa 7e Coupe du Monde de la catégorie en 20 ans. Voilà, dans l'histoire de Panama, tout s'est véritablement accéléré sur les 20 dernières années. Et sur les 20 dernières années, ils ont joué 7 phases finales de Coupe du Monde quand même. On suivra un joueur, je vais vous donner un joueur à suivre du côté de Panama parce que c'est un petit peu, comment dirais-je, le grand espoir au pays. C'est celui sur lequel beaucoup d'attention se focalise. Il s'appelle Martin Krug. Il a déjà une sélection avec les A. Il est déjà en Europe parce qu'il est formé à Levante notamment. Et il a été libéré. Et donc forcément, lui, on va s'intéresser, forcément, on va avoir un autre regard sur lui, voir s'il peut être la grande pépite de demain du football panaméen. Du côté des deux géants, parce que c'est surtout eux qui nous intéressent, pas forcément parce qu'ils organisent la Coupe du Monde l'année prochaine, mais quand même parce que peut-être, on en verra quelques-uns, Mexique et États-Unis, et puis parce que ce sont des habitués chez les jeunes, notamment. On va suivre ces deux formations. Le Mexique arrive pas trop mal armé. Quelques joueurs sont absents, retenus par leur club, mais il y a des joueurs intéressants à suivre. Elias Montiel notamment de Pachuca, Obed Vargas que vous connaissez si vous suivez la MLS puisqu'il est milieu de terrain et il est important du côté de Seattle. Et il y en a un surtout à suivre, c'est celui dont tout le Mexique parle, de celui pour lequel le Mexique fait les yeux les plus doux parce qu'il n'a que 16 ans. Il est déjà chez les A, il s'appelle Gilberto Mora, vous l'avez probablement aperçu durant la Gold Cup parce qu'il a joué tous les matchs décisifs. Il a été titulaire à la Gold Cup à partir des quarts de finale, donc quart, demi et finale. Il a signé une passe décisive, me semble-t-il, en demi-finale. Il a 16 ans. C'est le grand espoir du football mexicain et c'est forcément celui que tout le monde, mais tout le monde va regarder avec tous les yeux de l'amour et de l'espoir. On se souvient que le Mexique, traditionnellement, chez les jeunes, c'est très fort. On se souvient de toutes les générations Carlos Vela, de la génération Chicharito, etc. Et donc, voilà. Normalement, ça devrait être une belle équipe, mais voilà, pareil, le groupe, hein, groupe C, toujours le groupe C. Donc, on va suivre ce Mexique, on va suivre forcément Gilberto Mora, qui, franchement, pour le coup, alors, il est très jeune. Il a été lancé à la Gold Cup par Javier Aguirre, vraiment placé titulaire sur les matchs qui comptent, hein, les matchs décisifs. Et le garçon a pris véritablement ses responsabilités pour le coup. Donc voilà. Il y est allé et on ne voyait pas vraiment qu'il avait 16 ans. Ça a été d'une très très belle surprise de cette Gold Cup. Non, l'Allemagne n'est pas qualifiée, King Giannisi, pour l'Europe. Ça s'est joué à l'Euro, hein, les qualifs pour l'Europe. Et donc voilà, pas d'Allemagne. Bref. Ça, c'est pour le Mexique et on va terminer notre petit tour rapide, notre petit tour d'horizon rapide, je le disais, avec les États-Unis. Alors, les amoureux de l'Inter Miami vont suivre Benjamin Cremaschi parce que vous l'avez vu à l'Inter Miami. Il est arrivé à Parme au début du mois, hein, donc il n'est plus à l'Inter Miami. Mais bon, je vais vous laisser le suivre tranquillement. Mais on va aussi, et vous allez aussi, si vous êtes des habitués des soirées MLS ou si vous êtes habitué à suivre la MLS, vous allez voir beaucoup de joueurs que vous croisez régulièrement en MLS parce que les jeunes arrivent et certains sont déjà partis de la MLS. Je pense à Gavin Beavers qui était le gardien du Real Salt Lake et maintenant à Brøndby, mais qui était à Salt Lake et qui jouait et qui commençait à prendre du temps de jeu l'année dernière. Et pour parler des joueurs qui y sont encore, on peut notamment nommer Luca Bombino de San Diego, Noah Cobb qui joue à Colorado et surtout, parce que c'est mon petit chouchou, Taha Brown de Columbus qui est présent à cette Coupe du Monde U20. Il y a une jolie équipe américaine qui a pour le coup un joli coup à jouer dans son groupe, même s'il y a forcément dans ce groupe-là, normalement ça doit être l'équipe de France qui est la favorite du groupe E, mais il y a un coup à jouer pour les États-Unis. Et finalement, on se dit que, bah voilà, derrière, dans nos nations américaines, on s'attend à ce que Brésil et Argentine avancent quand même. Il y a un coup à jouer pour le Mexique, mais ça va être compliqué de passer devant Maroc et Espagne et Brésil, hein. Là, franchement, il va y avoir des dégâts, on ne sait pas qui, mais il y a un gros qui va sauter. Et la Colombie, pour le coup, a un joli petit maillot jaune d'outsider, je trouve, et une belle carte à jouer. Donc, je le disais, je vous fais pas un guide complet, même si on est déjà quand même pas mal, hein, sur la notion de guide dans cette compétition. Deux petites infos quand même
à noter sur cette coupe du monde U20. La première, c'est que si vous avez commencé à suivre les premiers matchs, et notamment si vous avez suivi Maroc-Espagne, vous l'avez vu, il n'y a qu'une seule, comment dirais-je, la FIFA teste une nouvelle manière d'utiliser la vidéo, l'assistance vidéo à l'arbitrage. C'est fini, le mec dans son camion qui appelle l'arbitre systématiquement pour remettre en cause toute décision potentielle. Cette fois-ci, ce sont les entraîneurs qui vont demander le VAR, qui vont faire appel à la vidéo. Alors vous allez me dire, bah, ils vont appeler tout le temps. Non, parce que les entraîneurs ont droit à 2 sessions de VAR. On doit demander 2 fois le VAR durant le match. En gros, ils ont leur challenge. Ils ont 2 challenges. Vous pouvez même presque dire ça serait limite 1 par mi-temps. Ils en ont 2 pour le match. Ils l'utilisent quand ils veulent. On a vu le Maroc l'utiliser notamment face à l'Espagne, ce qui a permis d'invalider le penalty accordé à l'Espagne alors qu'il y avait 2-0 pour le Maroc à ce moment-là. Le sélectionneur marocain a brandi un petit carton pour appeler l'assistance vidéo et on a vu au ralenti que effectivement il n'y avait pas penalty. Alors c'est intéressant sur le papier, dans l'utilisation du VAR, ça va surtout arrêter qu'on utilise le VAR tout le temps et que ça vienne complètement changer enfin voilà, casser le rythme, enfin tout ce que vous voulez. Donc, on va voir si ça porte ses fruits, on va voir si ça peut être appliqué à d'autres compétitions. Et un élément et un argument qui est utilisé notamment par la FIFA, c'est que du coup, ça coûte moins cher en mise en place. Et on pense à cela, à certaines épreuves de qualification pour la Coupe du Monde qui ne peuvent pas mettre en place des politiques de VAR parce que ça revient trop cher de mettre ça à chaque match. Apparemment, les coûts, c'est ce que dit la FIFA, sont réduits. Et on en revient à cette fameuse phrase à l'époque où le VAR, où la vidéo a été introduite, phrase de Michel Platini qui disait que ça allait créer des footballs à plusieurs vitesses parce que pas arbitrer de la même manière alors que c'était le même sport. On est en train peut-être d'aller vers quelque chose qui harmoniserait un petit peu plus l'arbitrage de ce côté-là. Deuxième point, et ça sera le dernier par rapport à cette Coupe du Monde du vin, vous pouvez la suivre en France de 2 manières. Une manière, c'est si vous êtes abonné à l'équipe, puisque l'équipe passe les matchs de l'équipe de France sur sa chaîne à la télé ou dans les box, et les autres matchs, l'ensemble des autres matchs sur ces différents canaux équipe live. Mais pour cela, pour voir ces autres matchs, il faut être abonné. Si vous n'avez pas les moyens de vous abonner à l'équipe, si vous n'êtes pas abonné à l'équipe, vous avez un autre moyen, gratuit cette fois-ci, oui, gratuit et totalement légal, c'est FIFA+. FIFA+, passe les matchs de la Coupe du Monde U20. Les premiers tests que j'ai fait, moi, montraient que c'était pas géobloqué. Je ne sais pas si c'est le cas, par exemple, pour l'équipe de France ce soir. Je vous laisse vérifier ceux qui sont présents dans le chat. Mais allez sur FIFA+, et vous aurez accès au match. C'est gratuit et c'est légal, tout simplement. Donc, voilà une compétition que vous pouvez suivre, une compétition internationale, une Coupe du Monde, une compétition majeure de la catégorie U20, même après tout ce qu'on a dit sur le côté privé des meilleurs éléments, etc., etc. Mais vous pouvez la suivre, c'est gratuit, c'est légal, ça va être forcément intéressant. Et je vous rappelle que la finale est prévu à l'Estadio Nacional de Santiago le 19 octobre prochain. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça tranquillement. En tout cas, en Belgique, aucun blocage sur FIFA+. Je n'ai vu aucun blocage sur les premiers matchs en France. Donc, ça ne m'étonnerait que ça continue. Voilà pour la Coupe du Monde U20. On a fait quand même un long, presque un long guide hein, sur cette Coupe du Monde. Peut-être que je le découperai même pour ceux qui veulent juste écouter ça sur YouTube, par exemple. Je verrai. On va passer à la deuxième news de la semaine parce qu'il n'y en aura qu'une deuxième. Vous avez vu pourquoi hein, parce que la première était déjà assez longue. Et on va aller au Brésil. Au Brésil, le gouvernement fédéral a ouvert cette semaine un site pour signaler les cas de manipulation dans le sport et forcément on pense essentiellement aux matchs truqués. Alors concrètement, il s'agit d'une plateforme sur le web qui s'appelle Apita Cidadão. Merci pour l'accent portugais. En gros, on peut traduire ça comme un coup de sifflet citoyen qui garantit la confidentialité de la personne qui dénonce et qui va ensuite induire une analyse des informations qui ont été fournies par des agents de la police fédérale. En gros, c'est un petit peu comme les plateformes qu'on a chez nous ou les numéros qu'on a chez nous. Vous voyez, si vous allez dans les stades de Ligue 1, si vous voyez un comportement discriminatoire ou des choses comme ça, vous pouvez appeler un numéro pour signaler. C'est le même principe, c'est une plateforme de signalement de matchs que vous pensez arranger. Il faut apporter, en gros, créer un petit dossier, faire un petit dossier sur cette plateforme-là. C'est un formulaire en 4 étapes. Vous devez indiquer le jour et le lieu du match, les personnes qui sont prétendument pour vous impliquées dans cette affaire et un bref compte-rendu de l'affaire. Ce portail fait suite
à une création par le gouvernement d'une police nationale contre la manipulation des résultats sportifs, qui est directement coordonnée par le ministère des Sports et par le secrétaire national, pardon, le secrétaire national au Paris sportif du ministère des Sports, Giovanni Rocco Neto, qui lui va réunir toutes ces équipes-là tous les 2 fois par mois. Et donc, ça entre dans un processus de lutte contre tout arrangement potentiels de matchs qui ont été un vrai fléau, et je vais y revenir dans un instant, au Brésil. Et ça fait aussi suite au fait qu'au début du mois, le gouvernement brésilien a officialisé auprès du Conseil de l'Europe son intention d'adhérer à ce qui s'appelle la Convention de Marcolin, ou Marcolin, qui est un instrument international qui compte déjà une cinquantaine de signataires et qui, en gros, est destiné à faciliter l'échange d'informations sur des matchs truqués. Vous avez compris que l'objectif, bien évidemment, c'est de lutter contre ces matchs arrangés, c'est de lutter contre le fléau des paris sportifs qui touchent notamment l'Amérique du Sud et notamment le Brésil, parce que le Brésil, c'est le centre névralgique des cas de manipulation des matchs, selon un classement établi par Sport Radar, qui détecte, qui surveille les alertes d'arrangement, de matchs truqués ou de choses un peu cheloues. Le pays, le Brésil, a été en tête 2 années de suite, en 2022 et en 2023, avec 152 cas signalés en 2022, 110 en 2023. Il y a eu une baisse la saison dernière où il n'y avait que 57 soupçons qui ont été signalés. On rappelle qu'il y a des sportifs qui ont été impliqués. Tout le monde connaît Lucas Paqueta qui a été blanchi depuis. Il y a eu Bruno Henrique qui a été touché aussi au Brésil. Mais dans les divisions inférieures, il y a eu aussi beaucoup d'éléments. Il y a eu une affaire qui a fait très très mal au Brésil parce qu'il y a de multiples scandales d'arrangements et de matchs truqués à cause des paris sportifs. Il y a une affaire qui s'appelle la mafia des paris. C'est en gros un groupe de joueurs qui avait été réunis, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, qui avait été regroupé. Voilà, c'était un groupe, et l'objectif c'était de commettre des fautes qui pouvaient entraîner des mises sur des paris, un carton jaune, un corner, un penalty, des choses comme ça. Il y a certains sites de paris sportifs qui ont retiré cette possibilité de parier sur les cartons, les fautes ou les corners. Pas tous. Je rappelle que dans cette fameuse affaire de la mafia des paris qui date de 2023 au Brésil, 22 joueurs avaient été concernés, 5 ont été bannis à vie, d'autres ont été suspendus pendant 2 ans, ils viennent à peine de reprendre le football. Et je rappelle, et surtout parce que c'est cela qui est important, cette lutte qui est mise en place pour lutter contre la fraude, la fraude de match, la manipulation de match dans l'optique de frauder les paris sportifs, c'est un point un petit peu sensible, notamment au Brésil. On le dit régulièrement, mais c'est un chiffre qu'il est bon de rappeler. Le Brésil est un pays vraiment dépendant des paris sportifs, notamment, alors je ne parle pas dans le sens dépendance, addiction pour son peuple, ça c'est clair, il y a des vrais problèmes qu'on pourrait même considérer comme étant des problèmes de santé publique, d'addiction à ces plateformes de paris sportifs. C'est la même chose chez nous, il n'y a pas de petits bandeaux jaunes comme cela, mais bon voilà. Mais surtout, ces clubs sont dépendants de cela, les bookmakers sont omniprésents en Amérique du Sud en termes de partenariat et de sponsoring des clubs de football. Il est quand même toujours utile et chaque fois je rappellerai ce petit graphique, je le montrerai, ce graphique, c'est le graphique des sponsors principaux des clubs de Serie A brésilienne. Vous voyez, il est sans appel. Sur les 20 clubs de Serie A brésilienne, 18 ont pour partenaire principal, pour sponsor principal sur le maillot, un site de paris sportif, un betteur, comme on dirait chez nous, un bookmaker, si on utilisait un autre mot extrêmement français dans l'histoire. Et vous voyez qu'il y a 2 clubs qui échappent à cela. C'est Red Bull Bragantino et c'est Mirassol. Sauf que Mirassol, en dessous de son sponsor à lui, a un énorme sponsor qui est un autre site de paris sportifs. Donc, il n'est pas considéré comme le site principal, mais si vous voyez un maillot de Mirassol, je vous invite à faire une recherche sur Google. Vous verrez qu'il y a je peux vous le donner, il s'appelle 7K. Vous verrez, il y a un 7K énorme sur le devant du maillot sous le sponsor principal. Il n'est pas très discret. Du côté de Red Bull Bragantino, il y a aussi un sponsor secondaire qui est une entreprise de paris sportifs. Donc, en gros,
On peut le dire clairement, aucun club de Serie A brésilienne n'échappe à un sponsoring par un site de paris sportif et par un opérateur de paris sportif. Je vais vous donner quand même quelques chiffres parce que vous allez voir ce dont il est question. Flamengo, par exemple, reçoit 115 millions de reais par an de la part de son opérateur de paris sportif. Je vais le nommer, hein, mais c'est pas grave. Il s'appelle Pixbet. Vous le voyez sur le maillot de Flamengo. Vous allez les voir si vous suivez la Libertadores. Et il convient aussi de mentionner que plusieurs clubs, cette année, en 2025, ont battu leur record de sponsoring avec des contrats récents avec leur opérateur de paris sportifs. L'Atlético Mineiro, par exemple, cette année, a 60 millions de reais garantis par an, minimum. Botafogo prend 55 millions de reais. Ce sont des records. Donc, c'est pointilleux, c'est un sujet extrêmement sensible au Brésil. Le gouvernement s'y attaque, a créé cette brigade de lutte contre la manipulation. Il y a cette plateforme qui a été créée, mais voilà, c'était Pixbet au début, Vincent. Ils ont changé, mais Pixbet a lâché 115 millions par an. Et ils ont signé, c'est vrai, ils ont signé avec Betano, tu as raison. Bref, je rappelle quand même, juste dernier rappel, que les études montrent que le Brésil est le 3e plus grand marché de paris sportifs au monde. Et je vous en laisse en tirer les conclusions que cela peut et les conséquences que cela peut induire, notamment sur son peuple, sur la population et sur les éléments de dépendance que cela peut induire. Vous voyez aussi à quel point on est un peu entre deux chaises, hein, j'ai envie de dire, parce que d'un côté, il y a ce problème qui est pour le coup un vrai problème de santé publique et un problème économique, parce que on en avait déjà parlé dans une émission, hein. Beaucoup de gens qui parient sont aussi des gens qui touchent les minima sociaux, qui sont dans une extrême pauvreté. Et une partie de cet argent-là, par l'effet addictif et l'effet nauséabond du gain potentiel du pari sportif, dépense cet argent-là. Donc c'est une partie de l'argent public, hein, c'est ce qui a été pointé à un moment, on en avait déjà parlé, qui part dans ces plateformes de paris sportifs qui sont pour la plupart basées à l'étranger, qui ne sont pas au Brésil. Et donc vous avez le problème entre le pari sportif qui induit de vraies conséquences sociales et économiques, sociales dans tous les sens du terme, hein. Tu parles de santé mentale, Ibra, c'est exactement cela, et de dépendance, et économique parce que c'est de l'argent qui s'envole et qui fuit le pays et qui met les gens dans une position absolument terrible. Mais d'un autre côté, et c'est toujours le même problème, ça touche tout le monde, hein. On en parle souvent dans les lives sur Hello, sur la notion de comment tu arrives toi, même toi en tant que média indépendant, à survivre si tu fais pas appel, si tu dis pas oui aux paris sportifs, tu peux pas. Les mécènes principaux du football sont les sites de paris sportifs. Voilà, avec tout ce que cela induit. Il y a eu plusieurs émissions dans lesquelles on a parlé du danger des paris sportifs, notamment en Amérique du Sud. J'ai pas évoqué les problèmes de blanchiment, j'évoque pas tout cela, mais voilà, je vous renvoie vers les différentes émissions où on en parle. Mais le Brésil lutte, à voir jusqu'où ils peuvent lutter, jusqu'à quels moyens. Je suis pas convaincu, CC. Je suis pas convaincu tout de suite. Mais bon, j'ai un documentaire à financer et pour l'instant, j'ai pas un rond. Hein, donc, ami, ami. Mais je l'avais raconté. Hein. On est allé en Argentine en 2022. Le seul qui nous a donné de l'argent, c'est un opérateur de paris sportifs. Voilà. On a demandé partout, on a fait partout. Tu fais le tour des médias, personne ne te donne. Tu fais des grands médias, tu vas chercher des producteurs, des boîtes de prod, des trucs comme ça, personne ne te donne. Les seuls qui te donnent sont les organismes de paris sportifs. Et comment tu fais? Tu vois, typiquement, là, dans mon cas, j'ai un projet de documentaire, j'ai pas un rond, j'ai rien pour le financer. J'ai été voir différents médias, personne ne veut le financer. Et voilà. Comment je fais? Soit je laisse tomber, soit voilà. Donc c'est compliqué. Ne jouez pas, voilà, alors exactement, ne jouez pas les gars, gagnez de l'argent par la sueur de votre front, il n'y a rien de mieux, oui, ne vous laissez pas surtout embarquer dans une spirale négative à cause de cela. Bref, on va en rester là, donc pour les news de la semaine, je rappelle, donc la Coupe du Monde du vin, vous pouvez la suivre, soit sur l'équipe, soit sur FIFA+, ça, FIFA+, c'est gratuit et c'est légal, sinon, et donc cette lutte au Brésil contre les paris sportifs. On va passer donc à la deuxième partie de l'émission. On va passer au dossier de la semaine. Un dossier de la semaine qui va nous ramener un petit peu au Brésil et va nous ramener en Amérique du Sud. On va aller, on va beaucoup aller au Brésil et pas que. On va aller dans d'autres pays d'Amérique du Sud. On va justement s'intéresser
à cette notion. Alors je pourrais le titrer en allant en faisant un raccourci à la Mario Kart. Le foot Sudam revient à ses racines africaines, ou en tout cas les recherches ou essaye de leur rendre ça pour le coup, de les retrouver un petit peu. Et ben justement, on va en parler parce que vous l'avez probablement vu passer. Et vous, si vous suivez le football brésilien, vous l'avez vu aussi jouer. Bilal Brahimi est arrivé à Santos. Bilal Brahimi qui a été international algérien, hein, qui a fait un petit peu la suite de Islam Slimani il y a quelques temps. Donc il avait résilié, hein, l'ancien de l'OGC Nice avait résilié son contrat début septembre, il était libre et il a signé son contrat dans la semaine dernière avec Santos, et quelques jours plus tard il a fait ses débuts contre Red Bull Bragantino, c'était ce dimanche, il est entré en jeu, ils ont fait 2-2 et donc il rejoint un petit peu dans ce courant un autre ancien international algérien, Islam Slimani, qui était passé par Coritiba il y a quelques temps, vous vous en souvenez peut-être, en 2023 pour être précis. Islam Slimani qui avait mis 3 buts et qui avait fait 3 buts et marqué 3 buts pardon, et signé 2 passes décisives en 11 matchs. Et ces deux joueurs, Bilal Brahimi, je crois qu'il a 27, mais je peux me tromper, Aldécool, mais je crois qu'il n'est pas si vieux que ça. Je laisse les gens du chat vérifier. Et donc, que ça soit Bilal Brahimi ou Islam Slimani, qui pour le coup sont des représentants de l'Afrique du Nord, sont un petit peu un nouveau type de joueurs venus d'Afrique, hein, de manière générale, représentants de pays africains à venir au Brésil ces derniers temps, rejoignent une colonie africaine, encore petite, mais qui grandit petit à petit, parce que vous allez voir qu'il y a quand même un mouvement qui s'est créé ces derniers temps, notamment au Brésil. Alors pour vous donner quelques chiffres et que vous voyez à quel point c'est encore anecdotique presque, il y a 152 joueurs étrangers évoluant dans le Brasileirão cette année. C'est un chiffre qui date de début de saison, ça a peut-être un peu évolué avec quelques transferts et tout, mais bon, non, parce que je suis allé vérifier sur Transfermarkt et on en est là. Il y a 47 Argentins, c'est la plus forte communauté. L'Europe a 14 représentants, 8 pour le Portugal, donc voilà. Et l'Afrique, elle en a 3 joueurs qui évoluent, dont le dernier en date, et donc Bilal Brahimi. Je vais vous donner les 3 d'ailleurs. Le deuxième, c'est Yannick Bolassier qui joue à Crew 0. Et le dernier, c'est Bastos. Et je vais revenir sur son cas dans un instant. Vous savez peut-être qui c'est. Je suis en train de me dire que j'aurai pas de visuel à vous montrer de Bastos. J'ai oublié de le mettre. Mais je vous inviterai à aller le voir et vous verrez, vous trouverez. Vous allez identifier assez vite si vous avez suivi le football sud-américain. Et donc, comme je le disais, il y a eu quand même un mouvement. Il y a un vrai mouvement de fond. J'en veux pour preuve des données qui ont été publiées par la Fédération brésilienne l'année dernière, qui nous expliquait que 26 joueurs africains avaient été enregistrés dans le football brésilien, c'est-à-dire en cumulant l'ensemble des divisions du Brésil, Série A, B, C et D. Il y a 4 divisions au Brésil. Parmi ces 26 joueurs, il y a 7 Camerounais, 6 Nigérians, 5 Ghanéens, 3 Sénégalais, 1 Angolais, 1 Togolais, 1 Béninois, 1 Gabonais et 1 Burkinabé. C'était l'année dernière, hein, pas cette année, c'était l'année dernière. Cette liste pointe évidemment vers, vous le voyez, en priorité vers l'Afrique subsaharienne, mais donc je voulais profiter de l'arrivée d'un autre représentant d'un autre pays d'Afrique, là pour le coup l'Afrique du Nord, pour justement parler un petit peu de cela et voir comment c'est aussi utilisé, parce que vous allez voir qu'il y a 2 aspects à cette migration africaine, si je peux m'exprimer ainsi, au Brésil, et pas que au Brésil, on va en parler. Alors, parce que vous allez le voir, il y a aussi une sorte de conscience générale qui est prise dans certains pays d'Amérique du Sud, notamment à la vue d'un pays particulier qui s'appelle l'Équateur, et j'y reviendrai dans un instant pourquoi sur le côté particulier, sur l'impact et l'importance des joueurs, des joueurs de foot venus d'Afrique. Je ne vais pas reprendre les propos de Claudio Borghi qui sont un petit peu tendancieux parce qu'on peut les connoter chez nous, même si lui dit que ce n'est pas le cas. Mais la manière dont il le dit, on ne la dirait pas comme ça chez nous, et je vais le dire de manière un petit peu plus politiquement correcte. Par rapport à ce qu'il a dit, il a dit que en gros l'avenir du football dans les prochaines années était en Afrique, était sur des joueurs africains, tout simplement. Il a expliqué pour des histoires de morphotype, d'impact physique, de qualité technique, etc. Enfin de cette fameuse association d'impact physique et de qualité technique chez bien des joueurs. Bon, on va pas rentrer trop dans ce débat-là parce que vraiment il y a des trucs qui peuvent un petit peu voilà. Bref, il l'a dit de manière très maladroite, on va dire. Je vais espérer que c'est maladroit, parce qu'il a dit qu'en plus dans l'émission, il a expliqué qu'il ne fallait pas y voir une notion de racisme dans ce qu'il disait. Mais voilà. Et ça, ce côté, allez voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'Afrique, allez voir le footballeur africain de plus près, eh bien les clubs brésiliens l'ont bien compris. Parce que
ça touche beaucoup chez les équipes de jeunes. On va en parler dans un instant, je vais entrer un petit peu dans le détail, vous allez voir qu'il y a des choses qui se créent au Brésil chez le jeune. Indépendamment du fait que le football africain est en constante progression, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose il fallait aller voir là-bas parce que les joueurs étaient avant l'Amérique du Sud ne regardaient que les Européens, on va dire les choses très clairement. Et là maintenant, elle se dit attends, il y a des choses quand même en Afrique qui se font. Je vais y venir dans un instant. On va juste s'amuser un petit peu à lister quelques joueurs africains qui sont passés par l'Amérique du Sud. Je précise, parce que je sais qu'il y a des aficionados du football mexicain dans le coin, j'ai dit Amérique du Sud, donc pas au Mexique. Voilà. Donc, on oublie tout de suite ceux qui sont passés notamment par l'América. Je vais rester sur l'Amérique du Sud. Je ne vais pas vous faire un listing complet parce que alors sinon, c'est deux garanties. Un, que ça soit trop long et deux, que j'en oublie plein et que ça froisse certains. Donc, voilà. Je vais commencer par Bastos, justement. De son vrai nom, Bartolomeu Jacinto Cassinga. Il est angolais, Bastos, et il est devenu, l'année dernière, avec Botafogo, parce qu'il joue à Botafogo, il est devenu, l'année dernière, le premier joueur africain à soulever la Copa Libertadores. Il a été le premier joueur africain à gagner le titre et donc il est un des représentants de l'Angola. Gros lien Brésil-Angola, historiquement, oui, et tu vas voir qu'on va aller plus loin, qu'il y a un vrai lien qui va encore plus loin. On va en citer quelques-uns, on va prendre quelques exemples. On va peut-être écarter le cas Emmanuel Adebayor qui est passé par le Paraguay à Olympia. C'était un petit peu compliqué, même si c'était amusant la manière dont Adebayor est arrivé à Olympia au Paraguay. Il y avait eu une sorte de campagne de financement participatif, plus ou moins, c'est-à-dire que Olympia avait demandé, en fait, avait fait comme un donation goal. Il l'avait fait sur un joueur pour le faire revenir avant. Ils l'ont fait pour faire venir Adebayor. En gros, c'était devenez sociaux et si on atteint tel nombre de sociaux, ça paye le salaire d'Adebayor. Ils ont bien fait. Adebayor a joué 4 matchs. 4 matchs, pardon. Il a pris un rouge en Libertadores, n'a pas eu le temps de marquer un but. Il y a eu le Covid derrière, il est rentré au Togo et il y a eu des bisbilles derrière avec exactement son coup de karaté. Il est rentré au Togo ensuite pendant la Covid et il n'est pas revenu. Il y a eu des histoires, ça s'est pas très bien terminé à un moment parce qu'il y a eu un procès concrètement parce que comme il n'est pas revenu, Olympia a dit bah ok, il a donc rompu son contrat, donc on arrête de le payer. C'est allé devant la FIFA, Adebayor a gagné 500 000 dollars à payer par Olympia. Adebayor n'est pas forcément un exemple de grande réussite. On peut citer donc quelques joueurs, comme ce garçon qui jouait à Millonarios à l'époque de Juanma Lillo, appelé justement par Juanma Lillo. Ce garçon, vous l'avez reconnu, probablement, c'est le regretté Modeste Mbami, qui est passé donc par cette équipe de Millonarios à l'époque de Juanma Lillo. Il a laissé un joli souvenir en Colombie. Il n'a pas révolutionné le football colombien, mais en tout cas, il a joué un joli souvenir. Il y a un homme que je peux vous citer qui est intéressant, j'ai pas d'image de lui malheureusement à vous montrer, c'est un autre Camerounais qui s'appelle Cyril Makanaki. Alors lui c'est très intéressant parce qu'il était membre de l'équipe camerounaise qui a fait la Coupe du Monde 90 et ce garçon est passé 2 fois par l'Équateur et par Barcelona notamment. Il y est passé en 95 et en 97 et il a gagné 2 titres de champion d'Équateur avec Barcelona. Et le garçon a été, vous le savez à quel point l'Amérique du Sud, et même on peut dire l'Amérique latine, est superstitieuse. Je vais faire la bise aux supporters de Cruz Azul au Mexique avec l'histoire de la malédiction. J'en ai parlé dans un magazine de Lucarno Posé. Ils en étaient arrivés jusqu'à faire venir des sorcières pour exorciser la Noria, qui est le centre d'entraînement, qui a fait que Cruz Azul n'a pas gagné un titre pendant 2 décennies à peu près. Eh bien, il y a eu la même chose à peu près à Barcelona, c'est-à-dire que, je le disais, Cyril Makanaki est champion avec Barcelona en 97. Ça se finit pas très bien avec le club, pareil, des défauts de paiement de salaire, des indemnités et tout. Et il y a eu une rumeur là-bas en Équateur disant qu'il avait lancé une malédiction contre le club. En gros, tant que le club ne paiera pas sa dette, il ne sera pas champion. Pendant 14 ans, Barcelona n'a pas été champion. Et donc, voilà, le joueur, lui, a démenti, forcément, parce qu'il y a eu des choses, on a vu des choses folles. Ils ont pensé qu'il avait fait des actes de sorcellerie pour marabouter le club et tout. Enfin, vous voyez le truc. On est en Amérique latine, ces trucs-là, ça part vite en sucette. Donc voilà, donc c'était marrant, c'était juste pour vous raconter cette anecdote-là. En Bolivie, la Bolivie, c'est un pays qui accueille ces dernières années énormément de joueurs africains. Vous vous rappelez forcément, ou peut-être de l'histoire de Cristiano
Christian Becamenga du côté du Real Potosí. Je l'ai mis pour que vous profitiez du logo du Real Potosí, qui est le logo du Real Madrid avec la montagne juste à la place au milieu, parce que le fondateur du Real Potosí était fan du Real Madrid tout simplement. Il y a eu une vraie tradition de joueurs africains. Thomas Nkono, on parlait de joueurs légendaires du Cameroun, a fait plus de 90 matchs avec Bolivar entre 94 et 97. Donc je parlais de Christian Becamenga. On a eu, que j'avais interviewé sur Hello, je vous mettrai le lien de son interview d'ailleurs si ça vous intéresse. Plus récemment, il y a eu aussi Wilfried Bony qui était arrivé du côté d'Always Ready, qui a été le premier joueur ivoirien à jouer au pays. Il avait été recruté pour jouer la Libertadores. Malheureusement, ça s'était pas bien passé puisque le club avait perdu et il était reparti assez rapidement malheureusement pour lui. Mais surtout, si je parle de la Bolivie, c'est parce que la Bolivie a un personnage important dans son histoire qui s'appelle Marc Enumba, qui est d'origine camerounaise, d'origine parce qu'il est devenu international bolivien. Il était arrivé assez vite en Bolivie. Il avait pu acquérir la nationalité bolivienne et il a 12 sélections en sélection bolivienne. Il est donc devenu le premier joueur d'origine africaine à évoluer avec la Bolivie. Voilà, sinon on va croiser d'autres joueurs africains un petit peu partout. Christian Ebere au Nigeria, Yakuba Meite qui est nigérian, qui joue en Uruguay, tout comme Yakuba Meite. Ces deux-là jouent encore en Uruguay. Le premier joue avec Nacional, le deuxième est à Plaza Colonna. Il a que 20 ans d'ailleurs. Le jeune ivoirien Yakuba Meite. Ebere d'ailleurs a été le premier joueur nigérian à marquer un but en Copa Libertadores. Il est l'un des 9 joueurs africains à avoir joué avec le Bolso. On peut citer notamment Pierre Webo qui a décroché 5 titres au début des années 2000 avec Nacional. Et s'il y a un joueur que je voulais citer pour terminer un petit peu cet inventaire, ce parcours un petit peu rapide, c'est ce garçon-là. Ça vous parlera peut-être pas, vous n'avez peut-être pas l'histoire de ce garçon-là. Il s'appelle John Nketia Yosson. Il est ghanéen et il a gagné la CAN en 1978 avec le Ghana. Il est titulaire en finale. À l'époque, le Ghana remporte sa 3e CAN. Et ce garçon a joué à Peñarol entre 1980 et 1982. Et donc, John Yosson est le premier joueur africain à avoir joué en Copa Libertadores. Voilà, c'est pour si jamais un jour il y a des quiz. Voilà, vous pouvez vous amuser. Sachez qu'à l'heure actuelle, la plus forte colonie africaine se trouve au Venezuela, avec 5 Nigérians. Le Nigeria est d'ailleurs le 4e pays le plus représenté parmi les joueurs étrangers évoluant en Ligue vénézuélienne, en première division vénézuélienne. 2 Ghanéens, un Sénégalais qui s'appelle Momo Mbaye, qui joue à Puerto Cabello, qui est prêté par le club portugais de Vizela. Un Congolais qui s'appelle Kaya Makosso, qui lui aussi joue à Puerto Cabello. Un Ivoirien, Diabagate Aboubakar, 19 ans seulement, qui lui aussi joue à Puerto Cabello. Et d'ailleurs, sur les 10 joueurs africains qui évoluent en première division vénézuélienne, il y en a 6 qui évoluent dans ce club de Puerto Cabello, qui a joué des compétitions continentales encore récemment. Voilà pour un petit peu ce tour rapide, pour ces exemples-là. Je vous vois déjà arriver, et l'Argentine, voilà, je vois déjà certains sarcasmes, l'Argentine, pays raciste, blabla, pas d'Africains, machin et tout. Il y a eu de nombreux joueurs africains qui ont évolué en Argentine. Par exemple, en tout, il y a eu 20 joueurs camerounais qui ont évolué en Argentine. Le plus célèbre, c'est pour Vince. Il a joué à Boca, il s'appelle Alphonse Chami, et il a joué en Boca entre 95 et 97. Vous voyez d'ailleurs que sur la période de la deuxième moitié des années 90, il y a beaucoup de joueurs africains en Bolivie, en Argentine, voilà. Et plus récemment, beaucoup plus récemment, on peut parler de ce garçon qui a joué à Lanús et qui a été post-formé à Lanús, qui s'appelle Ousmane Ndong, qui est devenu le premier joueur sénégalais à jouer en première division argentine. Il a fait 2 petits matchs. Il a joué ensuite en Uruguay, en première division, en 2022, du côté d'Albion. Albion qui, je le rappelle, est le doyen du football uruguayen. Ce n'est ni Nacional ni Peñarol, mais Albion. Et aujourd'hui, Ousmane Ndong joue en Russie, il joue à l'Armat Grozny. Mais bon, vous le voyez, il y a eu donc des joueurs africains un petit peu partout. Il n'y a pas forcément une grande tradition du joueur africain dans tous les pays. Il y a des héritages africains, je vais en parler dans un instant, notamment avec l'Équateur. Je ne vais pas vous renvoyer vers l'héritage africain, l'héritage à l'Afrique que doit le football péruvien. Je vous renvoie vers les articles sur l'Alliance Salima, sur le rodillo des années 30, sur Teófilo Cubillas, sur les Potrillos de 1987 dont j'ai parlé dans la dernière émission, qui se sont écrasés au large en 87, au large de Lima. L'Alliance Salima qui est le club des Afro-Péruviens.
tout un héritage hein, qui va jusqu'à Jefferson Farfan et Paolo Guerrero, je le disais, en commençant par Alejandro Villanueva, etc. etc. Donc il y a toute une tradition de descendants venus d'Afrique qui a totalement irrigué le football péruvien notamment, équatorien, je vais en parler dans un instant, et brésilien forcément. Et donc vous le voyez, il y a quand même tous ces exemples-là, et donc il y a un espèce de retour, presque de retour aux sources qui est en train de s'opérer. En tout cas, on commence à revoir du côté des origines, du côté de Brésil, et je le disais, si ça se voit, c'est parce qu'on le fait chez les jeunes notamment. Il y a un mouvement qui est basé sur aller chercher, aller scouter les jeunes talents un petit peu partout dans le monde et donc surtout aller voir du côté de l'Afrique où il y a cet héritage commun hein, finalement avec l'Afrique. On peut même au Brésil parler d'un projet Afrique. Des clubs comme Bragantino, Flamengo, Sao Paulo, Vasco ont des jeunes joueurs africains dans leurs équipes de jeunes. Je vais vous montrer un exemple avec un joueur qui n'est plus maintenant à Flamengo et je reparlerai dans un instant. Il a joué la Libertadores et gagné la Libertadores U20 avec Flamengo. En 2023, il y a 6 jeunes africains qui évoluent au sein des équipes de jeunes des clubs de Serie A, dont je le disais, ces 4 clubs-là. Et parmi eux, il y a ce garçon, donc Ogundana Shola Elijah, un jeune Nigérian qui a terminé sa formation à Flamengo, qui vient d'être recruté par le Dynamo Kiev, qui joue avec le Dynamo de Kiev, et qui a donc fini sa formation à Flamengo. Flamengo qui a été scouté au pays, en Afrique, qui a organisé des stages de détection, qui a assisté à des compétitions, à des tournois qui sont organisés un petit peu partout en Afrique, et notamment en particulier en Afrique subsaharienne. À Sao Paulo, on a vu passer un quatuor africain chez les U20, King Faisal qui est aujourd'hui à Larissa, un Nigérian qui s'appelle Aziz Balogoum. Lui, pour le coup, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Et 2 joueurs sénégalais, Clovis Etienne, qui aujourd'hui est en 2e division autrichienne, et Iba Lee, que vous voyez ici à l'écran, qui appartient toujours au club et qui est pour l'instant prêté dans un club de série C. Donc il y a ces joueurs-là. Et puis, du côté de Santos, on parlait de Santos avec l'arrivée de Brahimi, par exemple, notamment. Il y a aussi une colonie africaine qui s'est formée, et notamment 2 joueurs, Apollinaire Koulibaly, qui est un joueur particulier puisqu'il était capitaine de la sélection U17, un jeune Ivoirien donc, capitaine de la sélection U17 qui joue avec les équipes de jeunes. Et il y a un jeune Angolais qui s'appelle Osvaldo Yamba Kinanga. Ces 2 joueurs évoluent avec les équipes de jeunes de Santos. On ne sait pas s'ils réussiront. Je ne dis pas qu'ils seront les futurs talents de demain à Santos, etc., etc. Tous ne réussissent pas forcément. Mais vous voyez qu'il y a un vrai mouvement. En 2023, l'AFP avait dénombré une 12aine de jeunes joueurs africains qui avaient soit signé dans les équipes de jeunes, soit avaient effectué des tests auprès d'un club du pays. Et en fait, il y a eu un article de la Globo qui a été fait l'année dernière, me semble-t-il, qui justement s'intéressait à ce phénomène-là. Et en fait, il en ressort que oui, les clubs commencent à véritablement lorgner, à s'organiser. C'est ce que je disais tout à l'heure pour Flamengo. Il y a par exemple des équipes qui envoient des recruteurs à des compétitions dans des pays, notamment au Sénégal et au Ghana. L'Atlético Mineiro, notamment, avait été sondé. Son directeur sportif, son responsable des jeunes de l'époque, Victor Aurelio Silva, racontait qu'il avait concentré son occasion sur ces 2 pays-là. Et la conséquence, c'est qu'il y avait un jeune joueur qui était arrivé à l'Atlético Mineiro. Il s'appelle Mamadi Cissé, il est guinéen, il a 18 ans et il s'est entraîné avec l'équipe pro après avoir signé son contrat. Et lui a été recruté par l'Atlético Mineiro après avoir joué un tournoi de jeunes en Afrique. Et le club a dit clairement qu'il est le premier élément de ce projet qui a débuté l'année dernière. Il joue maintenant avec les U20 de l'Atlético Mineiro. La même année, Palmeiras, toujours auprès de Globo, explique qu'ils ont mis en place, eux aussi, une volonté d'envoyer des recruteurs un petit peu partout en Afrique pour visiter toutes les académies de football qui sont implantées, notamment en Afrique subsaharienne, et pour assister à des compétitions. Il annonçait même, le responsable des académies de Palmeiras, João Paulo Sampaio, coordinateur des jeunes, pour dire les choses précisément, avait annoncé que 2 joueurs allaient bientôt arriver au club, que un allait intégrer l'équipe U20, tandis que l'autre passerait des tests. Quelques semaines plus tard, on avait vu un jeune joueur, Thierry Axel Antwi, qui est aujourd'hui avec les U20 de Criciúma, arriver. Mais surtout, à la même époque, on a vu arriver un autre jeune joueur ivoirien, défenseur central. Il s'appelle Koné Ziyeh Mohamed, il aura 18 ans en octobre et il va signer, lui, pour le coup, son contrat avec les pros, avec
paraît-il, une clause absolument folle basée à 100 millions d'euros. Pourquoi? Parce que ce garçon, qui est vraiment l'un des vrais prospects, si on doit parler dans un français correct, de l'Académie de Palmeiras, a suscité déjà, selon les rumeurs, de vrais intérêts, notamment de la Première Ligue et aussi du Barça. Un petit détail assez intéressant, Konesié Mohamed, comme Apollinaire Koulibaly, qui est à Santos, viennent d'un même club qui est la Jean Évrard Kouassi, le Jean Évrard Kouassi FC. C'est le club fondé par Jean Évrard Kouassi, joueur professionnel qui joue encore, me semble-t-il. Et donc, vous voyez, il y a cette volonté de se tourner vers l'Afrique, de s'implanter, d'aller observer ce qui s'y passe, mais il y a aussi d'autres types de projets qui se montent, des projets d'académie, des académies qui s'installent et qui vont nouer des partenariats avec les clubs brésiliens. Alors je vais en citer une parce qu'elle est assez intéressante. Elle s'appelle le Kiala FC. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce donc que cette chose-là? Je vous montre une image. Cette histoire-là, elle a été créée par une chanteuse et influenceuse brésilienne qui s'appelle Kelly Kay et son mari. Et elle a été placée, Nir parlait tout à l'heure dans le chat de la proximité entre le Brésil et l'Angola, historique, elle est en Angola. Et l'objectif de ce club est clair. Il est affiché sur leur site web, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller le voir, mais je vous invite surtout à aller voir leur Instagram parce que c'est là où ils partagent à peu près tout. Je mettrai le lien aussi. L'objectif, c'est former des athlètes de demain en Angola. Et le club, via son influenceuse, a un réseau. On voit par exemple sur son Instagram des messages de soutien, notamment de Neymar, de Bruno Henrique, pour ne citer que. Et ce club a noué des partenariats déjà. Elle a visité le Nido de Urubu, qui est le Nino de Urubu, qui est le centre d'entraînement, le centre de formation plutôt de Flamengo. Il y a des photos où elle pose avec les représentants des équipes de jeunes de Flamengo, avec des échanges de maillots. Il y a la même chose du côté de l'Atlético Mineiro. Et sur leur Instagram, ils annoncent qu'un joueur va pas tarder à arriver à l'Atlético Mineiro. Et ils ont aussi signé un partenariat avec le club de CRB, qui est un autre club brésilien. Et d'ailleurs, ce club-là va accueillir son premier joueur venu de cette académie. Ce joueur s'appelle Cipriano Sampaio. C'est le meilleur buteur de l'équipe U19 du Kiala FC. Il est arrivé du côté du CRB. Alors, on va pas faire les grands naïfs. On sait bien que derrière ce mouvement, cette volonté de s'installer en Afrique, d'aller scouter en Afrique, il y a un aspect évidemment purement économique. Ça coûte moins cher d'aller chercher un joueur directement en Afrique que d'aller chercher un joueur en Europe, ou même maintenant, parce que c'est la difficulté pour les Brésiliens, d'aller chercher un jeune joueur sur les autres pays sud-américains. Ça commence à prendre de la valeur. Forcément parce que les meilleurs joueurs sud-américains sont déjà ciblés par l'Europe. Alors il y a forcément ce côté absolument pécunier, cette réalité un peu plus froide et glaciale. Mais il y a quand même aussi cette volonté globale de rappeler quand même les origines africaines. Parce que ça vient dans un courant général, notamment au Brésil. Je rappelle qu'au Brésil, on a eu des articles notamment sur Lucarne Opposé. Je rappelle qu'au Brésil, le 20 novembre est le jour de la conscience noire. C'est un jour où l'on rend justement hommage, notamment, et on a choisi le 20 novembre, à un ancien esclave, Zumbi dos Palmares. Je vous invite à aller lire l'article sur Lucarne Opposé écrit par Marcelin à ce sujet-là. Et c'est en gros une journée où le Brésil n'oublie pas ce passé-là, rend hommage à ces peuples qui ont été déracinés, qui ont été envoyés au Brésil, et essaye surtout de se servir de ce jour-là pour lutter contre le racisme qui est toujours très très présent. Malheureusement, de toute façon, il est présent partout dans le monde, malheureusement, mais il y a donc ces opérations pour essayer de lutter contre le racisme. Et notamment, dans le cadre de cela, le football a décidé d'accélérer un peu le mouvement, et justement, de vraiment appuyer sur son côté, ses origines africaines. Tout simplement, vous voyez, si vous êtes sur la vidéo, et là vous êtes en direct, donc vous le voyez, ce clip qui a été publié par la CBF à l'époque, lors d'un 20 novembre, et ce jour-là, la CBF avait utilisé Vinicius Junior pour justement continuer de lutter contre le racisme, avait rappelé les origines africaines de ses plus grandes légendes, les origines, les ancêtres africains, et avait poursuivi en rappelant, en donnant, en livrant d'ailleurs, grâce à une analyse ADN, on peut en penser ce que l'on veut, mais voilà, que Vinicius Junior est d'origine camerounaise, que ses ancêtres viennent d'une tribu camerounaise, que donc voilà, ça avait fait beaucoup parler. C'est aussi un des éléments pour mettre fin,
c'est compliqué, hein, j'espère qu'on y arrivera, mais je crois pas, mettre fin à ces comportements racistes pour rappeler que voilà. Et ça se concluait par cette phrase: nous sommes 115 millions d'afro-descendants, presque aucun de nous ne connaît ses ancêtres. Donc c'est toujours cette volonté, le football veut vraiment rappeler cette volonté d'avoir un héritage africain et rendre hommage à ses ancêtres qui ont été kidnappés en Afrique pour venir travailler comme esclaves aux quatre coins de l'Amérique du Sud. Je vais y revenir aussi dans un instant par rapport à l'Équateur. Il y a donc ce mouvement-là. Ça sert aussi à essayer de combattre des préjugés. Vous le savez qu'il y a des clubs au Brésil qui sont très engagés là-dedans. Je vais vous inviter, je vais vous orienter justement vers les lectures de Primeira Bola notamment, qui reviennent sur les premières années du football au Brésil, écrit par Marcelin et qui montrent justement cette lutte contre le racisme, que des clubs comme le Vasco, comme la Ponte Preta sont extrêmement actifs justement et toujours actifs dans cette lutte. Je rappelle que la Ponte Preta est la première véritable démocratie raciale. Elle a été créée par un gamin de 15 ans qui s'appelait Miguel do Carmo, dit Miguel, qui est devenu le premier joueur noir du football brésilien, qui a précédé les premières idoles que furent Leonidas ou Domingos par exemple. Bref, je vous mettrai les liens dans la description. Je vous invite à aller lire Primeira Bola. Vous verrez aussi l'impact qu'ont eu ces descendants les descendants des premiers venus d'Afrique sur le développement du football brésilien, et qui a été un petit peu montré par ce clip-là. Mais vous le voyez, la fédération met en place des programmes. Les clubs se tournent vers le continent africain. C'est pas forcément totalement anodin, et ça peut aussi permettre d'éradiquer cela. Et je le disais, cette lutte contre le racisme, ce retour vers l'identité et vers les racines africaines, en fait, finalement, parce que indirectement, on peut dire que ces footballs-là ont des racines africaines. C'est le cas, hein, de toute façon, on peut le dire parce que c'est le cas. L'autre pays qui est très actif sur le sujet, vous imaginez, c'est l'Équateur. Parce que s'il y a bien un pays qui veut rendre hommage à ses racines et dont les racines africaines ont eu un véritable impact, c'est bien l'Équateur. Alors je l'ai déjà raconté un petit peu en live, mais je vais juste en parler un petit peu ici dans l'émission. On va parler forcément d'une région particulière. Vous connaissez tous ce joueur-là, William Pacho, vous connaissez tous Ener Valencia, vous connaissez tous Piero Hincapié par exemple, pour ne citer que. Eh bien tous ont un point commun, indépendamment du fait d'être équatoriens, ils viennent tous d'une province qui s'appelle la province d'Esmeraldas. C'est une province qui se trouve à la frontière, à la limite de la Colombie, qui est tout au nord de l'Équateur, et qui est surtout la province des Afro-Équatoriens. C'est ici que l'on trouve une grande majorité d'Afro-Équatoriens. Ils sont 44%. 44% de la population de la province d'Esmeraldas est afro-équatorienne. Pour vous donner un exemple, selon les derniers recensements, les afro-équatoriens dans l'ensemble du pays ne représentent que 5%. Donc c'est vraiment la zone des descendants des esclaves venus d'Afrique. Je l'ai déjà raconté, mais la plupart des Afro-Équatoriens présents descendent d'esclaves qui ont soit fui leurs conditions, soit ont échoué sur les rives avec les bateaux qui les transportaient et qui les avaient enlevés à l'Afrique. Il y a cet héritage-là qui se traduit au niveau du football. Et donc, il y a une vraie communauté afro-équatorienne qui a influé sur le football équatorien, et pas qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de Piero Hincapié, de William Pacho, de Ener Valencia. On peut même rajouter Moisés Caicedo qui vient d'une province qui est juste en dessous, juste au sud d'Esmeraldas, et bien d'autres. On peut ajouter aussi Alberto Spencer, par exemple, dans les années 60, qui a été probablement, et qui est peut-être encore d'ailleurs le plus grand joueur équatorien de l'histoire, qui a fait les heures dorées de Peñarol. Bref, Esmeraldas, c'est ici. Pourquoi c'est important aussi de nos jours? Parce que c'est ici que Independiente del Valle a mis en place son plus gros maillage de recherche de talents locaux. Et donc, je l'ai déjà dit, Independiente del Valle est le club qui nourrit les sélections de jeunes et majeurs en Équateur. Vous les verrez en 2026. Une grande majorité des joueurs qui seront présents à la Coupe du Monde ont été soit formés, soit post-formés à Independiente del Valle. Et le club, lui, pour le coup, c'est ce qu'il doit à cette province, c'est à quel point cette province est un élément vital de son développement, et c'est aussi à quel point il est important de défendre l'héritage de ces Afro-Équatoriens, l'héritage dans le sens, tout ce qu'ils transportent avec eux. Et justement, en mai 2024, le club a inauguré dans son stade, je rappelle qu'Independiente del Valle a construit son propre stade, et donc, dans son propre stade,
le club a inauguré une salle qu'ils ont appelée la salle antiracisme. Vous voyez William Pacho qui est venu l'inaugurer notamment, et dont le seul but est de sensibiliser le public et d'éradiquer tout comportement raciste et discriminant. Pacho, je le disais, était présent. Le club a développé pour cela un projet qui s'appelle Latidos del Valle. En gros, si je dois le traduire, c'est un petit peu les battements de cœur del Valle. Voilà, le Latidos, c'est le pouls, les battements de cœur. Qui donc, ce projet veut mettre en place un programme complet de prévention de lutte contre le racisme, de promotion de l'inclusion, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la diversité culturelle, et donc rendre hommage à ce que l'Équateur doit aussi à l'Afrique. Et ce programme est engagé dans une transformation totale du club. Ils ont tout transformé dans ce temps-là. Ils ont ouvert cette salle. Et donc, vous voyez, dans le musée, on voit des descendants, des représentants de la communauté afro-équatorienne. Au centre de l'image, c'est Alberto Spencer. Voilà. Et dans ce programme, il y a un programme éducatif avec des méthodologies, des outils pour aborder justement l'histoire, l'identité et la projection dans l'avenir à travers différentes expressions, qu'elles soient artistiques ou de réflexion. Parmi ces projets, il y a donc la mise en valeur des racines africaines du pays. Il y a donc 2 pays qui, pour l'instant, ont initié ce mouvement-là. Alors, il y a un aspect sur le Brésil, je le disais, qui est aussi, on va pas se mentir, un aspect économique, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi cette volonté finalement d'assumer maintenant et de rendre hommage, de mettre en valeur ce que ces pays-là doivent aux descendants d'Africains qui ont été enlevés à leur pays à l'époque de l'esclavage. Et donc tout cela, c'est un vrai mouvement qui se met en place, notamment dans ces 2 pays-là, qui sont les 2 pays presque les plus fortement impactés là-dessus. Mais voilà, c'est aussi cela qui est intéressant. C'est intéressant notamment quand on s'intéresse au Brésil, où il y a toujours eu ce problème avec l'image de l'identité nationale, pas dans le sens dont vous l'entendez en France. Rappelez-vous de l'événement du Maracanazo, où le racisme est revenu là-dessus, où le Brésil, pendant les années qui ont suivi, a totalement renié son héritage, sa volonté d'être son identité brésilienne pour essayer de redevenir européen. Certains pays ont fait, on l'a déjà dit, un véritable nettoyage pour devenir entre guillemets européen. Je pense à l'Uruguay, je pense à l'Argentine bien évidemment, mais d'autres pays ont donc ces racines-là qu'aujourd'hui ils veulent rappeler à tout le monde. Et pourquoi ? Parce que ça a influencé leur société, et dans ce qui nous intéresse à nous, ça a influencé leur football. Et finalement, voilà, c'est pas plus mal, et on peut espérer que ça puisse aider à ouvrir les consciences. On arrive au bout de cette émission. J'avais dit 1 heure, 1 heure et demie, on y est, on est bien, on est pas mal dans le timing. On arrive donc au terme de ce 22e épisode de Lucarne américaine, ce tour des Amériques, version lucarne opposée. On va se retrouver pour le prochain live, probablement dans la nuit de samedi à dimanche, pour la session MLS. Je suis pas convaincu qu'il y ait de quoi faire avant. Surveillez le Discord ou le Twitter, je dirais de toute façon. Sinon, minimum samedi soir pour la session MLS. Sinon, donc, on se retrouve lundi prochain à 22h, plus ou moins 15 minutes, vous l'avez compris maintenant, pour être en direct pour le 23e épisode de Lucarne américaine, ou sinon, si vous aimez les replays sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. Je vous laisse ici, bonne soirée à tous, et à lundi prochain pour l'épisode 23 de Lucarne américaine. Salut tout le monde.